Bonsoir à tous, bonsoir Sophie. Bonsoir Marie. Et bienvenue dans votre journal du 5 décembre. Dans l'actualité de ce jour, la visite à Toulouse de Najat Vallaud-Belkacem, ministre du droit des femmes et porte-parole du gouvernement. De nombreuses revendications sociales. Et pour terminer, des jouets au rebut qui se font une nouvelle jeunesse à l'approche des fêtes de Noël. Oui, Najat Vallaud-Belkacem, la ministre du droit des femmes et porte-parole du gouvernement, était donc en visite à Toulouse cet après-midi. Elle s'est rendue au siège de la Caisse d'allocation familiale de Haute-Garonne. Vous la voyez sur ces images. Elle y a rencontré des allocataires et des associations. L'occasion pour elle d'aborder le sujet des impayés en matière de pensions alimentaires et la lutte contre la précarité des mères isolées, des procédures souvent complexes. Jérôme Bolloc et Alain Sorat ont suivi cette visite ministérielle. Vous savez, comme souvent avec les prestations sociales, et l'ASF n'échappe pas à cette règle, l'allocation de soutien familial n'échappe pas à cette règle, il y a un fort taux de non-recours. Parce que tout simplement, les personnes concernées ne connaissent pas l'existence de l'allocation en question. Donc il y a une première chose qui va être faite sitôt que la loi sera passée, c'est une information adressée aux allocataires sur l'existence de cette ASF et sur l'invitation faite aux allocataires lorsqu'ils se retrouvent en situation de séparation, de se faire connaître de la CAF. C'est ce qui est d'ailleurs déjà expérimenté dans cette CAF, d'après ce que j'ai vu, qui est très bienvenu puisque ce faisant, il y a un rendez-vous qui est fixé avec un travailleur social qui permet d'appréhender globalement la situation de la famille à l'aune de la séparation du couple, les difficultés économiques qu'elle va connaître, etc., la situation des enfants. Donc, mieux faire connaître cette allocation, en profiter du système qu'on est en train de mettre en place de garantie contre les impayés de pension alimentaire pour que la CAF connaissent mieux la famille monoparentale et l'aident davantage dans tous les aspects de sa vie. Et nous avons profité de la présence de la ministre pour la faire réagir au vote hier par l'Assemblée nationale de la loi visant à interdire la prostitution. C'était un grand moment. Je ne vous cache pas que c'était un moment d'émotion aussi pour tous ceux qui ont travaillé sur ce texte et qui l'ont soutenu contre vents et marées. Le chemin qui a mené jusqu'à l'adoption du texte par l'Assemblée hier a été un chemin parsemé d'embûches à chaque pas. Mais c'est comme ça à chaque fois que vous essayez de révolutionner un thème, que vous faites face à des résistances, à des habitudes qui ont été prises, à des tolérances. Les professeurs des écoles, agents territoriaux et animateurs étaient en grève aujourd'hui pour protester contre la réforme des rythmes scolaires et le chapitre social se poursuit. Oui, pour clore ce chapitre social, les salariés de la MJC Roguet étaient en grève aujourd'hui, Marie. Contrairement aux autres MJC financés par les municipalités, celle-ci, qui s'appelle désormais l'espace Roguet, est principalement financée par le Conseil général. Elle se trouve d'ailleurs dans des locaux appartenant à cette collectivité. Depuis peu, ce lieu est mutualisé. Des salles sont notamment partagées avec d'autres organismes. Et pour les salariés, cette réorganisation pose de nombreux problèmes. On écoute Nathalie Do Espirito Santo au micro de Jérôme Bolloc. Des problèmes d'ordre financier déjà, d'une part, parce que le Conseil général a décidé de nous diviser les subventions par deux, donc on est passé de 180 000 euros à 90 000 euros. Et après d'ordre matériel, parce qu'on a aussi les locaux qui ont été divisés par deux. On n'a plus la jouissance de la salle de spectacle et de la salle d'expo, et on a quelques jours limités dans l'année pour nos adhérents. Il y a autre chose aussi, c'est qu'on a un lieu partagé avec le CDT et la DA 31, qui n'est pas vraiment partagé parce qu'on nous a obligés à enlever nos jeux, c'est-à-dire billard, baby-foot, etc., nos tables, ce qui permettait aux jeunes de venir partager un moment avec nous, de faire des activités, et aux parents aussi d'être là, d'attendre leurs enfants pendant les ateliers. En fait, aujourd'hui, ce qu'on dénonce, c'est d'être uniquement des prestataires de services et de plus avoir de lieu pour faire du lien social sur le quartier. Voilà, il y a noté que les 4 salariés de la MJC craignent pour leur emploi. Il est question de les passer à mi-temps. Sans transition, des coups de feu ont éclaté hier dans le quartier des Isards, Marie. Et 2 hommes à scooter auraient tiré sur la façade de commerce. 4 impacts de balles à hauteur d'homme ont été relevés. Une personne légèrement blessée par les éclats de verre. Mais le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd un mercredi après-midi. Le syndicat régional SGP Police, par la voix de son représentant Didier Martinez, a souligné que les Isards sont classés ZSP Zone
zone de sécurité prioritaire. Oui, une appellation qui n'a pourtant permis de débloquer aucun effectif supplémentaire pour les forces de l'ordre dans cette zone. Et on l'a appris cet après-midi, des coups de feu ont été tirés route de Launaguet. 2 individus circulant à bord d'une Clio auraient tiré sur une personne. Luc Escoda du syndicat Alliance Police Nationale pense à une lutte entre bandes rivales. Ce serait la 2e fois que de tels événements se produisent en 2 jours. Allez, plus léger, on repart à InfoSup, le salon des études supérieures qui a ouvert hier au Parc des Expositions de Toulouse. Jusqu'à samedi, 260 exposants présentent les formations diplômantes de la région aux lycéens. Si les filières scientifiques font largement recette, la parité n'est pas toujours au rendez-vous. On regarde. À InfoSup, tout le monde est unanime, les sciences de la vie sont devenues l'apanage des filles. À l'École nationale vétérinaire de Toulouse, les étudiants sont formés aux soins des petits animaux de compagnie comme Médor et Mistigris, mais également du bétail, ce qui en faisait une filière très masculine, une vision dépassée aujourd'hui. Nous intégrons chaque année à peu près 5% supplémentaires de filles, c'est-à-dire qu'on a en fait des statistiques qui sont en train de s'inverser d'une profession qui était plutôt très masculine en fait il y a encore 40-50 ans. On est en train de verser en fait dans une profession qui est en train de devenir une profession essentiellement féminine. Sur l'école vétérinaire de Toulouse, toute promotion confondue, sur les 5 années de formation, nous avons 82% de filles. Elles intègrent plus facilement les classes préparatoires avec des résultats qui sont plus uniformes, homogènes au niveau de la terminale. Et puis également, elles intègrent plus facilement, en fait, elles réussissent mieux au concours tout simplement, au concours agro-véto. Et la tendance se confirme. À l'école d'ingénieurs de Purpan, spécialisée en agronomie, agroalimentaire et environnement, les filles sont devenues majoritaires. Il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, on a passé la barre des 50% de filles. Et donc ça, c'est un taux qui est croissant, quoi. Plus intéressés par l'approche environnementale ou agroalimentaire, ou santé humaine ou autre, que l'approche agriculture pure. C'est vrai que ceux qui sont intéressés par le machinisme agricole, c'est plutôt des garçons. Le machinisme, mais aussi la mécanique ou l'électronique. À l'ICAM, une école d'ingénieurs généralistes, la féminisation est toute relative. 80% de garçons, 20% de filles. Mais ce qu'il y avait il y a 5 ans, c'était plutôt du 85-15. Et aujourd'hui, les promos, les dernières promos sont plutôt à 20-25% de filles. Donc ce sont des choses qui avancent aussi du côté de l'ICAM. Les filles seront plus intéressées par des processus de la chimie ou par de l'informatique que par une formation généraliste. Reste à voir si la féminisation de ces études va de pair avec l'égalité dans l'exercice des professions. Un mot de sport, du foot. Ce soir, le TFC se déplace à Gerland pour affronter l'Olympique lyonnais. Les Violets sortent d'une large victoire, 5-1 à domicile contre Sochaux. Du nouveau dans le paysage festivalier toulousain, Science Métis, Festival national de vulgarisation scientifique a commencé aujourd'hui. 4 jours sur le thème du réchauffement climatique pour prendre le temps de s'interroger sur le monde qui nous entoure, Marie. Et oui, et c'est l'occasion d'aller à la rencontre de stars de la culture scientifique. Michel Petit, Jean-Louis Etienne ou encore Yann Arthus Bertrand. Raphaël Bauduin a pris la température de la planète. Dérèglement climatique, fonte des glaces, disparition des espèces, les conséquences du réchauffement de la planète sont nombreuses, mais pas irréversibles. Et chacun, à sa propre échelle, peut faire changer les choses. Les lycéens ont bien retenu la leçon. C'est nous les acteurs de demain, c'est nous qui pourrons changer ce qui se passe et qui pourront améliorer ce monde, quoi. On parle souvent des grands sommets, mais chacun à son échelle, vraiment chez nous, on peut faire quelque chose au niveau des déchets, de la pêche, de la nourriture, tout le monde peut faire quelque chose. C'est chacun pour soi et après quand on unit tout, on y arrive. Tout le monde peut y participer. Le développement durable, c'est valable pour tous. 50% de la population mondiale vit à moins de 100 km des côtes. Et 1 milliard d'individus dépendent directement du poisson pour vivre. Ces quelques chiffres reflètent bien notre dépendance par rapport aux ressources naturelles. Mais attention, le message ici ne consiste surtout pas à faire culpabiliser, mais bien sensibiliser pour mieux agir. Aujourd'hui, on dit que les jeunes, c'est l'avenir. Il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, ils vont avoir des choses à faire, mais ne pas les culpabiliser. Nous, adultes, on est encore là aujourd'hui. Donc il ne faut pas qu'en se disant on sensibilise des jeunes, on se décharge de la responsabilité qu'on a aujourd'hui, nous, en étant bien présents. Donc montrer à tout le monde que jeunes ou moins jeunes, tant qu'on est là, on a quelque chose à faire. Le festival Science Métis a également pour ambition de recréer un lien entre le monde de la recherche, souvent perçu comme obscur, et les citoyens. Les scientifiques appellent aussi à aller au-delà des discours politiques, car avec des gestes simples, tout le monde peut agir.
Le changement climatique, c'est quelque chose qui est relativement simple à expliquer. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est la mise en œuvre des mesures qui vont limiter les émissions de CO2, pour prendre celles-là qui sont issues de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz. Ça, c'est une responsabilité politique. On le voit avec ces grands messes de Copenhague, récemment en Pologne à Varsovie. En 2015, la France doit réunir les grands décideurs pour des mesures à prendre. Là où mon rôle est important, c'est de dire aux gens, n'attendez pas les grandes décisions politiques, soyez vous-même des acteurs du changement climatique, économisez l'énergie, ayez une attitude durable dans l'usage que vous faites des ressources naturelles. C'est ce lien, c'est ce rôle-là qui est très important. Parce que si les grands politiques échouent dans une grande réunion internationale, le citoyen qui n'a pas envie de faire un effort dit « Attendez, s'ils n'y arrivent pas, pourquoi moi ?» Alors qu'on est tous individuellement des acteurs de ça. Et c'est ce bouton-là sur lequel j'appuie. Le défi, c'est sensibiliser et donner envie de faire quelque chose de mieux de sa vie. Transformé en village des sciences, le festival Sciences Métis vous invite donc à venir samedi, débat et échanges garantis avec des chercheurs passionnés. Voilà, le festival Sciences Métis, c'est à Mondonville jusqu'à dimanche. Gaïa, c'est le nom d'une nouvelle mission spatiale sur le point d'être lancée. Et elle sera lancée depuis Kourou en Guyane, lancée par un lanceur Soyouz le 19 décembre à 10h12 heure française. Son objectif étant de cartographier la galaxie et ainsi améliorer notre connaissance de la structure de la Voie lactée, sa formation et son évolution. La voûte céleste compte plusieurs milliards d'étoiles. Facebook, 1 milliard d'utilisateurs. 1 milliard, c'est justement le nombre d'étoiles que le satellite Gaïa prévoit de localiser. La localisation des étoiles, leur caractérisation, leur couleur, leur vitesse, leur évolution au cours des âges depuis la dernière cartographie, c'est exactement ça que Gaïa va faire. Et en plus de ça, Gaïa va mesurer très précisément des objets célestes au-delà de la galaxie même pour faire de l'astrophysique et en particulier essayer de localiser où se trouverait l'univers noir, c'est-à-dire la partie de l'univers que les astronomes n'ont pas encore vue et que pourtant ils prédisent, ça doit exister mais on ne sait pas où. La dernière cartographie de la galaxie nous avait été ramenée de la mission Hipparcos. Le satellite avait alors permis de mesurer la position d'1 million d'étoiles il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on sait qu'il existe 1 milliard d'étoiles que Gaïa va pouvoir mesurer avec beaucoup plus de précision qu'Hipparcos. La mission Gaïa emporte d'ailleurs avec elle des instruments de très haute technologie, dont un instrument d'1 milliard de pixels. En fait, on voit 2 télescopes ici, 2 énormes télescopes d'1,50 m de diamètre, qui sont mis sur une même structure, parce que Gaïa va mesurer en fait chaque étoile 2 fois, il tourne autour de son axe principal, et chaque télescope va voir l'étoile sur le premier télescope, puis sur le deuxième télescope. Et de cette façon-là, les scientifiques ensuite vont pouvoir restituer la position exacte de l'étoile. Et ça donne des appareils photo qui sont énormes, 2 fois 1,50 m de diamètre, les paparazzi qui sont sur les bords d'un circuit de F1. Je suis désolé, mais on fait beaucoup mieux qu'eux maintenant. Oui. Et avec ce milliard de pixels, on va pouvoir voir une énorme partie du cosmos, donc de la galaxie, et mesurer la position exacte des étoiles. Une fois ces données recueillies et analysées par les scientifiques, une banque de données de notre galaxie devrait être consultable à l'issue de la mission en 2020. On pourra alors avoir accès à un mur comme sur Facebook et savoir ainsi comment par exemple notre galaxie se déplace par rapport à tous les autres éléments du cosmos et comment elle pourrait évoluer dans le futur. Les aventures passionnantes de Gaïa sont à suivre à partir du 19 décembre sur le site de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Et un spécial Gaïa dans votre Aerospace Mag à partir de demain soir. À noter que le lancement est à vivre en direct le 19 décembre de la Cité de l'Espace de Toulouse. Et puis Noël approche et pour apporter du réconfort aux plus démunis, le Secours populaire mobilise ses forces. Toute l'année, l'association récupère des jouets mis au rebut. Des bénévoles les remettent en état dans un atelier pour la 4e année consécutive. Un jour par semaine, ce travail est fait en partenariat avec un institut médico-éducatif. De jeunes déficients intellectuels participent aux réparations. Marlène Canal et Alain Sorat ont visité cette clinique des jouets. On regarde. Pour que les enfants puissent avoir leurs cadeaux sous le sapin les 23 et 24 décembre, l'atelier du Père Noël du Secours populaire fonctionne à plein régime. C'est le travail d'une année de collecte auprès d'entreprises, d'écoles et de généreux donateurs. Après, on les amène à l'atelier, on les nettoie,
On les complète s'ils ne sont pas complets, s'il y a des jeux de forme qui manquent des formes, jeux de société, ainsi de suite, parce que nous avons une réserve. C'est-à-dire vous arrivez avec 2-3 à faire un jouet potable? C'est ça, exactement. Par exemple, un vélo, souvent il manque une selle, il manque des choses comme ça, et de 2 vélos, on récupère les pièces, et ainsi de suite. Ensuite, c'est reconditionné dans du papier cristal, et ça fait comme un effet cadeau, mais transparent. Aujourd'hui, ce sont des stagiaires qui viennent d'un institut médico-éducatif de Venerque qui s'occupent de remettre à neuf les jouets. Et pour ces jeunes gens atteints de déficience intellectuelle légère, quel meilleur moyen d'insertion que de jouer au lutin du Père Noël? Je suis en train de faire un lot pour bébé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les bébés? En fait, pour les bébés, c'est de faire un grand lot avec un livre, une peluche et un jouet. Il faut regarder les pieds si ça fonctionne. Après, dès que ça fonctionne, on met les pieds, on regarde, on nettoie bien. Après, on fait un emballage. Après, dès que l'emballage est prêt, on le met sur cette table. Et voilà. Est-ce que c'est un travail qui te plaît? Oui, c'est un travail qui me plaît beaucoup et je suis contente d'être ici pour aider les enfants pour qu'ils soient gâtés pour le Noël. C'est un très très bel échange pour l'un ou pour l'autre. Après, c'est très dur pour eux parce qu'il faut qu'ils se concentrent sur le jeu. Toute la journée, c'est pas facile. Il faut qu'ils arrivent à trouver, le livre qui correspond, enfin, il faut qu'ils vérifient le jeu, qu'ils le comprennent et ainsi de suite. Donc c'est très dur, mais franchement, ils font un super travail. Vous, qu'est-ce que ça vous apporte de travailler avec eux? Déjà un bel échange avec eux, et puis l'atelier fonctionne grâce aux bénévoles, grâce à eux et ainsi de suite, parce que moi toute seule, je ne suis rien, sans les bénévoles et sans eux. Ça fait 15 ans que vous faites ça, est-ce que vous avez vu des évolutions? Est-ce que les gens viennent autant vous aider? Est-ce que les gens donnent autant? Alors, en bénévolat, ça va, bon, on en a toujours besoin. En don, non. En don, c'est de pire en pire. Cette année, je n'ai pu faire que la moitié de ce que j'ai fait l'année dernière. Donc, les familles qui viendront chercher leurs colis n'auront qu'un jouet certainement par enfant cette année. On est obligé de limiter les familles, parce qu'on a de moins en moins de dons. C'est-à-dire à peu près combien? Plus que la moitié. On a un tiers de déchets surtout. C'est surtout les déchets. On a des dons, mais c'est un tiers de déchets. Je fais une benne par mois. Donc d'où l'intérêt de rappeler qu'il faut donner des jouets en bon état, si possible. C'est ça, parce qu'une poupée qui est écrite de partout, des voitures sans roues, etc., ça ne sert à rien. Combien de jouets vous allez pouvoir distribuer cette année? Alors sur le département Haute-Garonne, on sera au-delà de 5000. Pour les enfants, ensuite il y aura 4800 familles aussi qui pourront être aidées dans le cadre de la campagne Père Noël Vert et 305 seniors, parce que Noël ça ne concerne pas forcément que les plus petits, donc on essaie aussi de faire plaisir aux personnes plus âgées, donc dans le cadre d'un colis festif ou autre. Donc ça c'est pour le département de Garonne et ça peut dépasser les 160 000 au niveau national. Voilà, donc on invite les personnes éventuellement à continuer à faire leurs dons. On a de plus en plus de demandes, donc de personnes qui poussent la porte des différents secours populaires de France, et notamment en Haute-Garonne. Et la demande s'accumule, donc ça croît. Et donc que ce soit au niveau des jouets, que ce soit au niveau alimentaire, vestimentaire, au niveau de la santé. Et les personnes sont de plus en plus jeunes à venir aussi demander de l'aide auprès du secours. Donc on a de plus en plus de demandes et malheureusement cette année on a constaté qu'il y avait un peu moins de dons. Donc on essaie de faire du mieux que l'on peut avec nos bénévoles pour essayer de combler ce manque-là. Mais on compte vraiment sur la solidarité chaque année des gens pour essayer d'aider au mieux les personnes, les publics qui sont en difficulté pour le moment. Et on rappelle que vous pouvez faire des dons toute l'année, pas seulement pendant les fêtes de Noël, Marie, et surtout que le Secours Populaire a besoin de bénévoles, là aussi toute l'année. Pour plus de renseignements, une adresse www.secourspopulaire.fr. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci Sophie et très bonne soirée à tous.